La plupart d'entre vous connaissent les Warren grâce à certains cas très connus comme les maisons hantées d'Amityville ou d'Enfield ou encore la poupée possédée Annabelle, un célèbre couple de chasseurs de fantômes qui a énormément fait parler dans les années 70. Mais saviez-vous que nous aussi en France, nous avions un chasseur de fantômes au profil très atypique puisqu'il était gendarme. Il a enquêté pendant plus de 25 ans sur plus de 300 enquêtes à travers l'Hexagone. Et ce qui est très surprenant, c'est que nous retrouvons une partie de ces enquêtes dans les archives des services historiques de la Défense à Vincennes. Des cas de maisons hantées, de poltergeist, mais aussi de phénomènes étranges et inexpliqués. Imaginez des enquêtes paranormales menées avec la rigueur d'un enquêteur de la gendarmerie. Ces derniers temps, j'ai été très peu présent à cause de problèmes de santé et pour marquer mon retour, cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends que je remercie pour leur soutien. Raid Shadow Legends est un jeu multiplateforme disponible sur smartphone et PC depuis 2 ans où on contrôle des champions surpuissants issus des forces de la lumière et des ténèbres pour sauver le monde de Teleria dans un univers épique. Raid Shadow Legends est le RPG numéro 1 aux États-Unis, plus d'1 million de joueurs connectés chaque jour et plus de 2 milliards de batailles épiques. Les modes campagne et donjons sont vraiment sympas, mais ce que j'aime vraiment c'est la guerre des factions et le champion Galek, je le trouve vraiment stylé. Le programme des récompenses quotidiennes vous permet de récupérer une récompense gratuitement chaque jour. Des recharges d'énergie, de l'argent, des éclats, des accessoires et encore d'autres récompenses pour gagner de nouveaux champions et les rendre encore plus puissants. Raid Shadow Legends est disponible sur vos smartphones et PC et c'est totalement gratuit. Si vous voulez me rejoindre et me croiser dans le jeu, je vous mets mon pseudo à l'écran et pour les plus rapides d'entre vous, vous pourrez rejoindre mon clan. Si vous voulez avancer dans le raid, tout ce que vous devez faire est de cliquer sur les liens dans la description ou de scanner le QR code ici. Raid Shadow Legends fête ses 2 ans et pour l'occasion, ils ajoutent un nouveau lot de champions épiques et légendaires. Une nouvelle tour de malheur va faire son apparition, mais aussi 2 boss brutaux à affronter, le Griffon Céleste et le Dragon Éternel. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez votre champion épique gratuit, Jotun, 100 000 pièces d'argent, 50 gemmes et 3 éclats mystérieux. Vous pouvez avoir un champion incroyable dès que vous entrez dans le jeu. Regardez ce champion cool que vous obtiendrez gratuitement. Vous trouverez vos récompenses ici pour les 30 prochains jours seulement dans la boîte de réception. Encore merci à Raid pour leur soutien et maintenant c'est parti pour un tout nouvel épisode d'Enigma. Émile Tisanet est né en 1901, mais avant ses 20 ans, alors qu'il fait ses armes en Afrique du Nord, Émile Tisanet va déjà s'intéresser au paranormal. Il commence par lire beaucoup de livres qui parlent de magie, de démonologie et de radiesthésie et même de sciences occultes. Intrigué par ce qu'il y trouve, il se met à faire des expériences en pratiquant le spiritisme, le magnétisme et la radiesthésie. Une fois revenu d'Afrique du Nord, Émile Tisanet souhaite devenir cavalier, mais une mauvaise chute à cheval va l'obliger à endosser l'uniforme de gendarme. Il intègre alors l'école de gendarmerie de Versailles, où il obtient son diplôme en 1929 avant d'être nommé par la suite à Grenoble. Et bizarrement, il va être très rapidement confronté à une affaire de poltergeist, une affaire qui va même être en quelque sorte une révélation pour les affaires paranormales. Saint-Georges-du-Vièvre, un petit village dans l'Eure, à mi-chemin entre Lisieux et Rouen. Aimé Gourlin, pharmacien de 58 ans, rapporte à la gendarmerie dans le procès verbal numéro 29 du 10 février 1930 des phénomènes étranges qui se seraient déroulés dans sa pharmacie entre le 10 décembre 1929 et le 7 janvier 1930. Il faut savoir qu'il a tenté de trouver de l'aide auprès du curé du village avant de faire appel à la gendarmerie. Mais sans succès, les autorités étaient pour lui la dernière solution. Le 31 janvier 1930, à 11 h, les gendarmes Dumortier et Martin, qui sont en service, reçoivent ces déclarations du pharmacien. Soyez très attentifs, car ce procès verbal va révéler des détails qui pourraient avoir leur poids par la suite. Il est exact que des faits anormaux se sont passés chez moi du 10 au 28 décembre 1929, ayant recommencé le 3 janvier après une trêve de 6 jours. Mardi 10 décembre 1929, dans le laboratoire, un tuyau de poêle est tombé. Je me suis efforcé de le remettre sans succès. Je l'ai posé sur un meuble voisin et par 3 fois, le tuyau est tombé à terre sans que je puisse expliquer comment. Mercredi 11, des boîtes de pastilles et de cachets qui se trouvaient sur la planche voisine du tuyau sont tombées devant la bonne quand elle sortait de la salle. J'ai pensé que c'était dû à un claquement de la porte, mais elles sont tombées ensuite plusieurs fois. Jeudi 12 vers 8 h, comme la veille, 2 bocaux sont tombés à une demi-heure d'intervalle, toujours dans la même pièce. Vendredi, sur la même planche que la veille, 5 ou 6 bocaux sont tombés au cours de la journée. J'ai rangé ce qui restait, sauf un qui se trouvait dans un renfoncement.
Vers 20 h, ce bocal était avancé de 40 cm et se trouvait en équilibre sur le bord de la planche. Mardi 17, vers 17 h, dans la pharmacie où la bonne André Foutel faisait le ménage, un bocal de 2 litres est tombé derrière mon dos et celui de la bonne. Plusieurs petits bocaux de poudre sont tombés également, la bonne étant toujours dans la pièce mais du côté opposé. Jeudi 19, dans le laboratoire, un bocal de 2 litres contenant 2 kg de naphtaline et pesant lui-même 2 kg a contourné un meuble pour venir se briser à 2 ou 3 mètres du point où il aurait dû être normalement tombé. 1 litre vide posé par terre a sauté et retombé sur place avec un fracas épouvantable. Un petit bocal de camphre en poudre qui était par terre a traversé 2 pièces pour aller se briser contre une porte à 5 ou 6 mètres de son point de départ. Un petit bocal posé sur une planche derrière une pile de sacs a sauté par-dessus pour aller se briser au milieu de la pièce. Tous ces faits paraissaient viser la bonne qui travaillait dans la pièce à côté. Le vendredi 20, vers 5 h, un bocal vint se briser près de la porte de la salle où tout le monde était réuni. Lundi 23, toujours entre 5 h et 9 h, j'ai surveillé mes bocaux et je me suis aperçu qu'il en manquait un de 2 litres. Je l'ai cherché dans toute la maison et l'ai retrouvé sur une planchette du laboratoire. Il avait franchi 7 à 8 mètres. Mardi 24, entre 5 h et 9 h, une vingtaine de bouteilles vides sont tombées ensemble avec un grand fracas. 10 ou 12 ont cassé. Vers 20 h, un bocal est tombé dans la pharmacie pendant que la bonne remontait de la cave à l'autre bout de la maison. Jeudi 26, 2 entonnoirs sont sortis d'un placard et se sont brisés. Un mortier en marbre de 20 kg s'est renversé de son socle. Dans la pharmacie, un bocal de 5 litres a franchi 4 ou 5 mètres pour venir se briser au milieu de la pièce avec un tel fracas que de l'autre côté de la rue, les voisins sont accourus pour voir ce qu'il se passait. Le soir, un mortier et un pilon sont sortis d'un placard bien verrouillé. Le vendredi 27, un mortier est tombé d'un placard et s'est cassé. J'ai rangé des bocaux dans une caisse dans l'espoir de les préserver et j'ai posé dessus un sac de Lactina de 5 kg. Dans l'après-midi, le sac s'est soulevé pour laisser passer un bocal qui s'est cassé au milieu de la pièce. Samedi 4 janvier, le mortier de 20 kg qui avait été renversé l'autre semaine et posé par terre a sauté et a retombé en faisant un grand bruit et en cassant un pavé. Dimanche 5 le matin, 2 entonnoirs en verre sautent d'un placard et se brisent. Lundi 6, 3 assiettes sont tombées dans le laboratoire. Pour préserver les autres, je les transportais dans la cuisine, mais 10 minutes plus tard, les autres sautaient pendant que la bonne était dans la pièce à côté avec la famille. Un peu plus tard, 5 litres sortent du buffet pour aller se casser au milieu de la pièce. Mardi 7, 36 manifestations. Comme dégâts, 3 bols, un mortier, 2 entonnoirs. Un galet tombé par terre, je l'ai ramassé et remis en place. Je suis rentré dans la pharmacie, immédiatement, le galet est projeté avec violence dans la porte de la pharmacie. J'ai supprimé le galet et alors tous les objets qui étaient dans le laboratoire, chapeaux, chaussures, parapluies, sacs à main, journaux, etc. sautent tous plusieurs fois, particulièrement mon chapeau. Un escabeau posé contre un placard pour l'empêcher de s'ouvrir vient s'échouer à l'autre bout de la pièce. Une chaise posée contre le buffet a été projetée en l'air et la bonne qui se trouvait dans la pièce voisine l'a vue monter à 2 mètres de hauteur. Mon gendre, le roux Robert, a remis en place une boîte de guimauve et le chapeau en disant « On va voir s'il va les remettre par terre ». Immédiatement, le chapeau lui arrive sur les talons. 5 minutes après, la boîte est venue rouler à ses pieds dans la salle. Mon fils Alphonse est venu et a voulu emmener la bonne, puisque cela paraissait toujours s'acharner sur elle. 2 minutes avant son départ, la famille qui était réunie dans la pharmacie a vu arriver d'un bond le fameux chapeau. Je l'ai raccroché et d'un nouveau bond, le chapeau est venu raser au passage la figure de mon fils Alphonse. Depuis le départ de la bonne, aucun incident n'a eu lieu et le calme est rétabli. Vous l'avez constaté, ce procès verbal est riche en détails puisqu'il revient sur énormément de phénomènes survenus entre le 10 décembre 1929 et le 7 janvier 1930. Mais un élément saute aux yeux, ces phénomènes apparaissent la plupart du temps lorsque la bonne André Foutel, qui a 17 ans, est présente dans la pharmacie. Le pharmacien Aimé Gourlin ne soupçonne absolument pas une supercherie de sa part. Selon lui, elle aurait été ensorcelée et une entité la tourmenterait. Ce qui va le conduire à penser à un ensorcellement serait une dispute entre André Foutel et une autre fille du village quelques semaines avant l'apparition des premiers phénomènes. Et cette autre fille ne serait pas n'importe qui. Elle reste assez mystérieuse car je n'ai que ses initiales S et B malgré mes nombreuses recherches. Mademoiselle SB a 20 ans et est connue à Saint-Georges-du-Vièvre en tant qu'admiratrice des sciences occultes et aurait été vue en train de lire des livres de magie. Pour tous les habitants du village, elle serait en quelque sorte une sorcière. Saint-Georges-du-Vièvre est un petit village et les nouvelles circulent très vite. L'affaire de la pharmacie est connue de tous les habitants et arrive même jusqu'aux oreilles de Mademoiselle SB. Elle décide de porter plainte pour diffamation et c'est à ce moment que l'affaire prend de l'ampleur puisque le procureur ordonne une enquête. Les gendarmes ont vraiment du mal à croire à toute cette affaire et commencent à rassembler des témoignages des clients de la pharmacie. Ils récupèrent entre autres les témoignages d'Alphonse Larmite, de Marie Homo et de Victor Hervien. Et à leur surprise,
il confirme tous les phénomènes inexpliqués évoqués par Aimé Gourlin. D'ailleurs, je vous laisse un lien en description qui vous permettra de retrouver tous les procès-verbaux en détail qui ont été rassemblés par le journaliste Aimé Michel. Le problème dans cette enquête, c'est qu'il ne se passe plus rien depuis le départ d'André Foutel et qu'il est très compliqué pour les gendarmes d'avancer dans cette affaire. Faute d'éléments, l'affaire est classée et les gendarmes dont Émile Tizanet repartent sans avoir pu l'élucider. Mais pour Émile, les phénomènes étranges étaient liés à des histoires d'adolescents perturbés et rien de paranormal. Et pour ses futures enquêtes, il procédera à une méthode très simple. Là où des personnes affirmeront vivre des phénomènes étranges, voire paranormaux, il écartera l'adolescent pour cesser les phénomènes. Émile est réellement fasciné par le paranormal, mais il reste un enquêteur plus rationnel que certains ne pourraient le penser. Pour chaque affaire paranormale, il cherchera d'abord à mettre en lumière un manipulateur avant d'évoquer une entité. Et ça tombe bien, puisqu'il sera amené à peine quelques mois plus tard à enquêter sur une affaire paranormale qui va réellement lancer sa carrière. Sessuel, mai 1930, ce matin-là, la brume envahit les villages qui entourent le massif du Pilat. La famille Rosier, propriétaire d'une petite ferme dans l'Isère, porte plainte contre X et affirme dans leur déposition que leur maison serait infestée. Mais eux-mêmes ne savent pas par quoi. Les forces de l'ordre établissent un procès verbal qui contient des détails stupéfiants, mais dans la gendarmerie, on ne croit pas aux fantômes. Alors sa hiérarchie va très vite laisser tomber l'affaire. Mais attention, si elle s'y replonge, ça ne sera pas pour aider les Rosier, mais au contraire, ce sera pour les accuser de supercherie et de troubles à l'ordre public parce que cette affaire dérange et commence à faire du bruit dans la presse. Cette maison est en dehors de sa circonscription d'appartenance et il encourt des sanctions si sa hiérarchie l'apprend, mais il s'en moque. Émile Tizanet est bien déterminé à enquêter sur cette affaire de hantise. Ce matin-là, les Rosier l'attendent. Marguerite, 13 ans, est aussi présente. Elle jette un drôle de regard à ce gendarme qui ne ressemble pas aux autres précédents. En rentrant dans la maison, Émile Tizanet est saisi. C'est le chaos. Le sol est couvert de verres brisés, le tiroir de la commode est sur le sol, la literie renversée et les fauteuils éventrés. Les Rosier affirment à ce moment que c'est une force invisible qui a saccagé la maison. Mais encore plus grave, les nourrissons confiés à la mère Rosier qui est nourrice de plusieurs bébés du village lui ont été retirés pour être hospitalisés. Ils présentaient des griffures au visage. Des marques plus ou moins similaires sont retrouvées sur le corps de Marguerite qui se dit aussi victime de crises nerveuses inhabituelles et explique aux gendarmes qu'une force inconnue lui ordonne de détruire la vaisselle. Elle ne lui obéit jamais, mais cette force se charge de saccager la maison à sa place. Face à l'inconnu, Émile Tizanet prend les dépositions, cartographie les événements et enquête. Pour Monsieur Rosier, sa famille a été ensorcelée. Et comme souvent dans ce genre d'affaires, le coupable est un proche, c'est un autre membre de la famille. Monsieur Rosier accuse une proche de la famille d'être une sorcière qui pratique la magie noire. Il l'accuse même d'avoir déposé un cœur de veau sur le caveau familial dans le cimetière de Sessuel. Et le soir où la maison a été saccagée, elle aurait été aperçue dans les alentours de la maison. Quant à Émile Tizanet, les soupçons se portent sur Marguerite. Les déplacements d'objets sont plus brutaux lorsque la fillette se trouve à proximité. Le gendarme propose une solution simple, écarter l'adolescente pour le moment. Les phénomènes diminuent subitement jusqu'à disparaître. On retrouve dans sa façon de procéder la théorie de l'adolescent à écarter. En fait, cette théorie est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Elle reprend une hypothèse parapsychologique forgée par le chercheur Frank Podmore. Ce chercheur ne croyait pas aux maisons hantées et pensait que dans la plupart du temps, c'était des mauvais tours joués par des adolescents consciemment ou non. La période de puberté créerait une sorte de vulnérabilité aux entités invisibles qui pourraient utiliser les ados comme marionnettes et les jeter dans la délinquance. D'où cette phrase qui ne cessera jamais de répéter durant plus de 25 ans d'enquête: l'esprit frappeur est toujours un délinquant. Émile Tizanet était un gendarme à part. Le chercheur en socio-anthropologie, Philippe Baudouin, affirme que la démarche d'Émile Tizanet s'apparente à une excroissance du système judiciaire classique. D'ailleurs, je vous mets un lien en description pour retrouver son livre Les forces de l'ordre invisibles, qui donne accès à toutes les archives des affaires d'Émile Tizanet. Dites-moi dans les commentaires quel est votre avis sur toute cette affaire et sur la théorie d'Émile Tizanet, ça m'intéresse. Comme toujours, on en débat tous ensemble en dessous de la vidéo. D'ailleurs, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et évidemment l'abonnement. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour des stories et des affaires étranges. Après ces dernières semaines très compliquées avec des problèmes de santé, je suis officiellement de retour. Alors en attendant la semaine prochaine, je vous laisse avec 2 épisodes d'Enigma aux affaires très étranges et d'ici là, portez-vous bien.